Les pays riches, tels qu'on le connaît, n'existent pas. La richesse du pays n'est pas déterminée par le montant d'or, de coltan, de bauxite, de pétrole, de bois qui regorge. La richesse d'un pays est beaucoup plus profonde que ça. La richesse d'un pays dépend du montant de cerveau et de quotient intellectuel que le pays possède. Vous pouvez avoir tout l'or du monde, le diamant, le pétrole, le cobalt, le coltan. Si vous n'avez pas de cerveau, vous n'avez absolument rien. Vous êtes pauvre. Au fait, vous êtes très pauvre. Imaginez une personne qui se présente dans un coin où il ramasse du coltan, de l'étain, tout le reste. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire avec ça? S'il ne sait pas comment développer, comment transformer, comment appliquer. Imaginez-vous une personne qui a le lithium, la meilleure de qualité. Qu'est-ce qu'il en fera s'il n'a pas la connaissance sur comment transformer ça? Absolument rien. C'est un pauvre. C'est un villageois pauvre qui vivra de la quête, de la chasse et de quoi encore? C'est ça. Pêche. Donc, tu as le bauxite, tu as le coltan, tu as l'or, le diamant, le pétrole, le lithium, le copper, cuivre. Si tu n'as pas la richesse, tu es pauvre. C'est ça la réalité de l'Afrique. La réalité de l'Afrique, malheureusement, est additionnée à la mendicité, à l'escroquerie et à la corruption. Donc, la pauvreté additionnée à la mendicité, à l'escroquerie et à la corruption. Pauvreté additionnée à la corruption, c'est encore pire. C'est pire que être pauvre, simplement. L'Ouganda fait quelque chose de très intéressant. Je pense que c'est une leçon que beaucoup de personnes pourraient en tirer. Le président ougandais, Museveni, quelqu'un de très intéressant, Yoweri Museveni, il y a très longtemps, en 1986, en fait juste avant 86, les Anglais sont venus faire une prospection en Afrique pour essayer de voir un peu ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'on peut trouver. À l'époque, vous savez, l'Ouest, c'est-à-dire l'Occident, était en conflit avec l'Union soviétique. Ils ne pouvaient donc pas coopérer sur le plan économique et tout le bazar. Ce qui s'est passé, c'est quoi? Ils sont venus en Afrique pour chercher, ils avaient besoin de gisements de pétrole, vous savez comment développer tout ça, l'industrie et tout le reste. Les Anglais sont venus en Ouganda, ils ont fait leur scannage, ils ont découvert qu'il y avait beaucoup de pétrole, un gisement de pétrole autour du lac Albert. Lac Albert qui est juste entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo aujourd'hui, ex-Zaïre. Les Zaïre étaient bien, c'était beaucoup mieux. Les Zaïre, à l'époque de Zaïre, les Zaïrois étaient des hommes forts, des hommes braves et courageux, des hommes respectés en Afrique. Vous vous en souvenez? À l'époque du Zaïre, parce que tous les Africains voulaient devenir comme les Zaïrois. Aujourd'hui, les Zaïre est devenu le Congo. Enfin bref, passons à autre chose. Alors à l'époque, après avoir scanné, après avoir recherché, les Anglais ont trouvé qu'il y avait du pétrole en Ouganda. Alors ils sont venus discuter avec le président, proposer des contrats pour essayer de travailler ensemble. Vous savez comment ils font très souvent. Écoutez, il y a du pétrole ici chez vous, le lac Albert, on voudrait extraire le pétrole, chercher des moyens de commercialiser. Vous offrez un peu d'argent, nous aussi on se fera de l'argent. Et tout le monde sera gagnant, gagnant, bénéficiaire. Ce président est très malin. Le président Yoweri Museveni est très malin. Il est au pouvoir depuis 1986 jusqu'à aujourd'hui. C'est quelqu'un de très malin, de très intelligent, de très sage. Peu importe, il n'y a personne de complètement parfait, mais c'est une personne, en tout cas, très intelligente par rapport à beaucoup de présidents africains. Qu'est-ce qu'il dira? Bon, messieurs les Allemands et les Anglais, vous êtes venus pour faire votre prospection, vous avez trouvé du pétrole, vous voulez faire un contrat intéressant avec nous. Malheureusement, ce que vous nous offrez comme contrat, on l'a vu, mais je ne suis pas intéressé. Ok? On n'est pas intéressé. Il a renvoyé les gens. Ils étaient surpris. Comment est-ce que tu peux refuser un contrat aussi pimpant venant de l'Angleterre? Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce qu'il fera? Il va chercher parmi sa population des gens compétents. Il appelle son secrétaire. Est-ce qu'il y a une personne qui s'y connaît dans le pétrole? On a dit non. On a quelqu'un ici qui est expert. On a appelé l'expert pour qu'il discute avec les Anglais. L'expert est venu, il a découvert que l'expert était en effet un Ghanéen, un monsieur Ghanéen, qui n'était pas vraiment expert en pétrole. C'était une personne qui se chargeait des documents administratifs du pétrole ou du carburant qui venait en Ouganda. Ce n'était pas vraiment un expert. Il a dit, je ne peux pas associer un Ghanéen avec ces Anglais, sinon il va me rouler. Il a dit, non, on ne veut pas votre contrat. Gardez le contrat. Ensuite, il a demandé, allez me chercher des Ougandais autochtones qui ont des diplômes en chimie, diplôme en géologie, diplômés en physique. On est parti chercher des Ougandais qui ont ces diplômes. Ils sont venus, réunis, on a fait une sélection très rapide. Il a envoyé une centaine de personnes en formation pour aller savoir, étudier le pétroleum. Je ne sais pas comment vous appelez le pétroleum en français. Étudier le pétroleum, non? Le pétrole, peu importe. Vous les experts en français, les experts en français. Les experts en français, vous êtes là? Les Africains experts en français. Le pétroleum, c'est quoi en français? L'étude de pétroleum. Les Africains experts en français. Les Africains vont en Europe pour devenir experts en français. Pas experts en chimie ou en mathématiques. Appliqué ou expert en comment construire l'industrie, mais expert en français. Bon, bref, rentrons. C'est-à-dire,
Ils ont envoyé ses compatriotes aller faire une formation approfondie d'expertise en pétroleum. Donc le monsieur a calculé, il a raisonné, il a réfléchi. On ne peut pas discuter avec des gens ne connaissant pas la matière. On a besoin de gens autochtones qui veulent notre intérêt, qui sont là pour nous, qui ne vont pas nous trahir, mais qui connaissent la matière. Parce que comment tu vas discuter sur un truc, une histoire, une richesse que tu ne comprends pas? C'est comme ça que beaucoup de gens font dans des pays ici africains. Vous allez discuter avec les Blancs qui comprennent tout à fait ce que vous avez. Vous vendez ça à des prix dérisoires. Finalement, ils se font des bénéfices comme pas incroyables. Autant vous auriez pu faire de bénéfices pour votre pays. Ils ont envoyé ces jeunes hommes pour aller faire cette formation. Ces jeunes hommes sont rentrés quelques temps plus tard. Arrivé quelques temps plus tard, le président ougandais a appelé Shell pour dire bon, venez maintenant, nous avons des gens assez outillés. Quelques années plus tard, on va discuter sur l'histoire du pétrole, comment on va négocier. Les Anglais disent non, non, ah non, non, non. Au fait, on a découvert qu'on s'était trompé, hein, il n'y a pas de pétrole chez vous. On a découvert qu'on s'était trompé. Il a dit mais c'est pas possible. C'est bien vous qui m'avez appelé. On me dit qu'il y avait du pétrole. Vous avez vu, vous avez fait votre... Ah, tout ça là, vous avez découvert du pétrole. Maintenant là, j'ai des gens qui sont assez compétents, qui peuvent discuter avec vous dans la lingo, le langage. Vous me dites que le pétrole n'est pas là, au fait, on s'était trompé. Ah, non, bon, dans ce cas, il n'y a pas de souci. En réalité, Shell avait déjà à l'époque commencé ses transactions avec l'Union soviétique qui s'était séparée. Donc l'Union soviétique n'était plus l'Union soviétique. Les pays se sont séparés. Ils pouvaient désormais commencer à aller chercher le pétrole en Europe de l'Est, sans difficulté. Donc il n'avait, dans ce cas, plus nécessairement besoin de l'Ouganda pour produire son pétrole. Le président a dit à ses compatriotes, les amis, ce n'est pas grave, vous êtes partis vous former, non? Vous-même là, ils ont dit qu'il n'y a pas de pétrole. Vous cherchez le pétrole, il faut trouver ça. Donc dès le départ, ils ne savaient pas qu'ils avaient le pétrole. Ce sont les Anglais qui ont dit que vous avez du pétrole. Quand il a appris ça, il a dit, ok, on a besoin de gens qui s'y connaissent dans le pétrole. On a cherché, on n'en a pas trouvé. Il a pris des gens intelligents, les a envoyés en formation pour comprendre comment le pétroleum fonctionne. Les engins, les profondeurs, cruster, lustrer, comprendre la science de l'histoire même. Ces gens sont rentrés. Mais ils ne savaient toujours pas où se trouvait le pétrole. Ils avaient une idée, en tout cas embrouillée, mais ils savaient qu'il y avait le pétrole. Il a dit, votre intelligence là, l'école qu'on a appelée, allez chercher, allez trouver le pétrole. Ils ont fait de recherches pendant des années, des années, des années. Finalement, ils ont trouvé le pétrole. Et au moment où je vous parle, c'est la deuxième série de gens qu'on renvoie encore pour aller faire une formation sur le pétroleum. Et maintenant, ils travaillent en partenariat avec des grandes entreprises, avec des grands pays, des grandes organisations pour produire, pour bénéficier de ces pétroles. Et vous savez, très récemment, on vous a fait une vidéo pour vous parler de l'extraction de pétrole en coopération entre l'Ouganda et la Tanzanie. Extraire le pétrole de lac Albert jusqu'à voilà, le port tanzanien pour voilà, exporter dans le monde. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Pour ceux qui nous ont suivis ou pas. L'Europe s'est réunie dans leur parlement disant non, l'Ouganda ne peut pas produire son pétrole parce que ça détruit la faune et la flore, les forêts, les animaux. Si l'Ouganda produit son pétrole, c'est-à-dire si le pétrole quitte lac Albert jusqu'à machin histoire Tanzanie, ça va détruire la faune, donc la flore, les animaux vont perdre leur location, leur habitation, les Ougandais villageois vont perdre leur habitation. Donc voilà, comme s'ils s'inquiétaient pour les animaux. Enfin, évidemment, on sait qu'ils aiment beaucoup plus les animaux qu'ils aiment des humains. Ça, c'est clair. Ils se sont inquiétés pour les locaux, c'est-à-dire ils vont perdre leur histoire. Je suis grave, hein. Il faut me donner un truc comme ça. Comprenez, bon. Encore Scandinavie, le froid là-bas, quand tu es ici, ça devient compliqué, tu commences à suer. Merci. Le monsieur a investi dans sa population. Et aujourd'hui, on le combat parce que, ce n'est pas seulement parce que c'est le réchauffement climatique, c'est aussi parce qu'initialement, il a refusé d'accepter le contrat qu'on lui a présenté. Il est d'abord parti envoyer ses enfants ailleurs pour faire une formation, pour revenir représenter de manière compétente les intérêts du pays. On ne veut pas vous voir vous développer. On ne veut pas vous voir vous développer. On connaît beaucoup de pays africains ici où on vend des minéraux, on vend des sites de mines, on vend la richesse à un prix dérisoire pour des profits personnels. Et égoïste, c'est inacceptable. Quel genre d'humain? Quel genre d'humain? Quel genre d'humain? Comment peux-tu vouloir manger des centaines de millions de dollars toi-même pendant que les gens souffrent? Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a pas de routes, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de l'eau à boire. Et tu dors et tu te réveilles, tu es un humain. Tu n'es pas un humain. Tu n'es pas un humain. Quand je dis qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas des humains, vous pensez qu'on est... Il y a beaucoup de gens, ils ont tête, bras, jambes, mais c'est un chien. Costume, cravate, mais c'est un crapaud. Oui, regardez les gens même sur Twitter. Les insultes qu'il profère. Cliquez sur son profil, regardez. Chemise, costume, cravate. Tu dis, mais c'est un crapaud dans la cravate. Ce n'est pas possible. L'ennemi numéro 1 de l'Africain, c'est qui? L'ennemi numéro 1 de l'Africain, c'est qui? C'est celui-là qui ouvre le porte aux étrangers pour assujettir son frère. Pendant que lui, il mange le riz, il mange les spaghettis. Pendant que lui profite avec il achète
Lancôme, le parfum, tout ça, business class. Donc, pendant que lui, il sirote du champagne, peu importe ce que vous traversez, qu'il n'y ait pas d'hôpital, qu'il n'y ait pas tout ça, pour lui, la vie va bien. Hein, la politique est bonne. C'est inacceptable. Et tout ça se passe parce qu'il n'y a pas de conséquences. Parce que toutes ces personnes qui profitent de ces éléments, de ces vols, de cette paupérisation générale du peuple, sont des gens qui ne subissent aucune conséquence. Il n'y a pas de conséquences par rapport à ça. C'est-à-dire, ils n'ont pas peur. Ils savent qu'ils peuvent faire ça. Personne ne viendra l'inquiéter. Sa famille ne sera pas inquiétée. Ses proches ne seront pas inquiétés. Il faut commencer à inquiéter ces gens. Oui. On ne vous dit pas de tuer, hein. Il faut seulement commencer à inquiéter. Quand ils sont inquiets, ils ne peuvent pas faire de bêtises. Je vous l'ai dit dans le passé. Si seulement en Afrique, il y avait des gens qui avaient la mentalité, je ne soutiens pas, je ne soutiens pas les explosions, tout ça. Ces gens-là qui se... Si seulement en Afrique, il y avait cette mentalité-là, hein, que tu fais une bêtise, tu voles l'argent du gouvernement, quelqu'un vient t'inquiéter dans ta porte, comme on le fait là-bas. Ils n'ont pas besoin de fusil. Mais ça, vous comprenez ce que je dis. Il n'y aurait pas de dictature comme vous le connaissez. S'il y avait des répercussions physiques, aux politiciens volaient l'argent qui était prévu pour construire une école, aux politiciens volaient l'argent prévu pour construire l'hôpital, le politicien a vendu 1000 et il vit. Ici, il y avait des gens pour venir l'inquiéter. On ne parle pas de la justice. Il n'y aurait pas ces histoires. Je ne suis encore pas en train de prôner d'aller faire du mal. On est en train de réfléchir. C'est-à-dire, le président ougandais a fait quelque chose de très intéressant. Il a investi dans sa population, investi dans la nature. L'avenir, c'est l'intelligence, c'est cette richesse. Ce n'est pas l'or, le diamant, tout ça. L'or et le diamant n'est pas intarissable. Ce n'est pas infinissable. Hein? Le cuivre, ce n'est pas infinissable. Ce n'est pas intarissable. Il y en a maintenant, il faut acheter 2 climatiseurs, celui-là ne fonctionne pas. À un moment donné, si vous puisez, ça va finir. C'est ça la vérité. C'est-à-dire, investissez dans l'homme, investissez dans l'Africain, envoyez des gens en formation, envoyez des gens à l'école, étudier, comprendre. En plus de la connaissance scientifique, formez les gens sur le plan moral. Il n'y a pas de bonne moralité, de bonnes valeurs. Les gens qui combattent pour le patriotisme du pays. Très rares sont ces pays-là qui sont patriotes. C'est-à-dire l'intérêt de tout le monde avant l'intérêt personnel. Des gens qui ne voleraient pas, qui n'iraient pas à côté contre leurs propres valeurs pour des bénéfices personnels. C'est-à-dire des gens qui sont là pour favoriser leurs frères, pour scruter toutes les personnes. Tu es Libanais, Pakistanais, Indien, tu viens pour tes entreprises. On va te scruter comme tout le monde. Pas que, oh, prends ici comme ça, tu... Non, on va te scruter comme... C'est ça le début des choses. Ce qui est important de retenir ici, je pense qu'on peut tirer des leçons très claires du président ougandais ou de l'Ouganda, dans ce cas ici. Je m'en fous de ce que vous ressentez pour eux par rapport à autre chose. Mais dans ce point ici, je pense qu'il est important de savoir former sa population. C'est bien triste de voir dans un projet de construction de stades de football ou un projet de construction de route qu'il faut inviter des gens à l'extérieur. Vous invitez des Chinois pour venir travailler, ils viennent, ils travaillent. Pas seulement ils travaillent, ils embauchent seulement des Chinois pour des travaux clés, n'est-ce pas? Ils font le travail, ils finissent le travail. Après avoir fini, ils se barrent. Il n'y a pas de transfert de technologie. Vous comprenez? Donc, ils viennent, ils construisent la route pour vous, ils s'en vont et vous n'apprenez rien du tout. Il n'y a aucune étude, aucune application. C'est-à-dire, il n'y a pas de connaissances évoluées auprès de vous. Ils vous ont construit la route, le stade, peu importe, l'hôpital, ils sont partis. Prochainement, quand vous aurez besoin de stade, d'hôpital ou quoi que ce soit, il faudra encore appeler ces mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'investissement chez les enfants du pays. Deuxièmement, on peut justifier ça disant quoi? Quand tu emmènes les enfants du pays, ils ne font pas le travail correctement. C'est vrai, c'est vrai. Voilà pourquoi il faut chicoter certaines personnes. Oui, je vous dis, vous savez, en Afrique, il y a des gens, il faut chicoter. Il y a des gens ici, chez nous, il faut les chicoter pour qu'ils redeviennent. C'est ça la vérité. Moi, je sais pas, c'est votre problème. Il y a des gens, pour qu'ils vous comprennent, il faut une nouvelle forme. Les gens ne comprennent pas au même degré. C'est ça. Pour ces gens-là qui viennent faire le travail et qui ne le font pas correctement, il faut les mettre à côté. S'il n'y a pas un moyen de punir, en tout cas, il faut en trouver. Il faut sélectionner la crème de la crème. Pas seulement sur le plan scientifique, la crème de la crème africaine sur le plan valeur. C'est important. Il ne suffit pas d'être licencié pour être en politique. Il faut être un licencié ayant des bonnes valeurs, prouvées. Il ne faut pas engager, employer, voter des gens qui ont volé dans le passé. Non, ils ont un palmarès clair de vol, de pillage, mais vous les votez. Ça n'a aucun sens. Il faut investir en Africain. On a besoin, au lieu de dépenser de l'argent dans des événements sans importance, oh Miss, comme ça, oh Miss, tout ça, vous donnez beaucoup de $100 000, Miss, pourquoi pour cette... Pendant qu'il y a des abrutis et des gens intelligents aussi qui ne sont pas financés, des gens intelligents, des scientifiques, des jeunes personnes qui peuvent accomplir de grandes choses, mais qui sont incapables de faire parce que personne ne les regarde. Comment pensez-vous pouvoir créer des ingénieurs si vous n'investissez pas chez ces jeunes-là qui sont ingénieurs? Comment pensez-vous pouvoir créer une Afrique évoluée, technologique, si vous ne donnez pas de l'argent à ces jeunes personnes qui apportent des idées intéressantes? Il y a un moyen très, très efficient de faire ça. Faire des compétitions de l'intelligence. Celui qui est le plus intelligent lui donne $100 000. Regardez combien d'intelligentes personnes vous allez avoir. C'est aussi simple. Célébrez les gens intelligents.
Chantez-les dans les chansons. Au lieu de chanter les abrutis qui ont de l'argent dans l'espoir d'aller mendier auprès de... C'est ça que vous faites. Mendier. Oh, Gérard Mukumbulu. Oh, Jean-Luc Lubusalo. Pourquoi? Parce que Jean-Luc Lubusalo et Gérard Mukumbulu sont des gens qui ont de l'argent. C'est un investissement pour vous. Au fait, vous chantez ces personnes abruties quelquefois qui n'ont absolument rien à offrir à part de l'argent, dans l'espoir qu'un jour vous les rencontrez, on vous donne de l'argent aussi comme un mendiant. C'est ça la mendicité. C'est ça la mendicité. Un animal sans dignité, sans honneur. Un humain sans honneur et n'est pas digne de vie. C'est ça la vérité. Célébrons les gens qui travaillent. Célébrons une jeunesse qui avance, créative, une jeunesse technologique, une personne qui apporte quelque chose de nouveau. Il y en a à profusion. Nous en avons beaucoup, mais ils sont ignorés. L'Afrique de demain, c'est vous.